Alors on s'intéresse à un exercice où il s'agit d'envisager les produits obtenus par action de la soude sur le 2-bromo-3-méthylpentane de descripteurs stéréochimiques tous R, sachant que la vitesse de la réaction double lorsque la concentration de la soude double. Alors la première chose à faire, c'est de représenter la molécule dans l'espace. On précise que donc les deux descripteurs stéréochimiques sont tous les deux R. Ici, j'ai placé le H, les deux H derrière pour faciliter la tâche et donc déterminer rapidement les configurations R. Et j'ai donc ensuite placé pour celui de gauche le 2' et le 3' de telle sorte que eh bien, on ait bien une configuration R à gauche. Et j'ai fait la même chose pour celui de droite. Donc la soude, c'est Na plus H-. H-, bon, Na+, pas d'intérêt ici, et H- va jouer soit le rôle de nucléophile, soit le rôle de base. Et on me donne un autre renseignement, le fait que la vitesse double lorsque H- double, ça veut dire que ça va être soit une SN2, soit une E2, puisque là on aura donc un nucléofuge, et la vitesse des SN1 et E1 ne dépend pas de la concentration ni du nucléophile dans le cas de la SN1, ni de la base dans le cas de la E1. Donc c'est forcément qu'elles sont bimoléculaires. On va commencer par le rôle de nucléophile de H-, avec une SN2 qui est caractérisée par une inversion de Walden. Je vais représenter ici la configuration R du carbone qui va être attaqué, celui qui porte le nucléofuge. H- vient du côté opposé. Et on obtient, par l'inversion de Walden, une inversion de configuration qui nous permet d'obtenir la configuration S du nouveau carbone. Alors comme le nouveau carbone est de configuration S, j'ai représenté ici la molécule obtenue en ayant remplacé Br par OH, mais comme vous le voyez, je me suis bien arrangé pour faire venir OH du côté opposé au Br, ce qui me fournit ici un carbone qui est de configuration S. Alors ça c'est le produit de la SN2, mais l'AE2 est en compétition avec la SN2, et on rappelle ici un résultat important, une élévation de température favorisera plutôt les produits d'élimination aux dépens des produits de substitution. Alors pour une élimination, la première chose, enfin les choses à faire, c'est rechercher le nucléofuge sur le carbone qu'on va noter alpha, déterminer la présence d'atomes d'hydrogène sur les carbones immédiatement adjacents au carbone alpha, et ces atomes de carbone on va les noter bêta, et prévoir la formation de la double liaison entre les deux carbones qu'on vient d'identifier, c'est alpha et c'est bêta. Avec, pour une E2, une caractéristique essentielle, il faut placer le nucléofuge et le H en position anti-périplanaire. Les liaisons doivent être en anti-périplanaire pour que la E2 puisse se dérouler. Condition sine qua non. Alors si on regarde par rapport à la représentation initiale qui avait été donnée du dérivé monohalogéné, où les deux descripteurs étaient R, on voit qu'on a conservé ici le fait d'avoir un carbone R, c'est exactement la même chose là et là. En revanche, pour celui de gauche, on a changé la conformation. Alors le carbone qui est ici doit rester R, mais on fait tourner d'un angle qui va correspondre à 120 degrés, on fait tourner ici les trois liaisons pour qu'elles se placent convenablement, et ce qui est très important, c'est de placer la liaison CH en position anti par rapport à la liaison CBR. À ce moment-là, H- va pouvoir jouer son rôle de base et venir chercher donc ce proton, tandis que il y a formation de la double liaison et rupture, tout ça de manière concomitante, rupture de la liaison CBR. Comme on le voit, on obtient dans ce cas-là un unique alcène. En regardant de côté, on s'aperçoit que le CH3 était devant, et le CH3 aussi est devant à gauche et devant à droite. C'est bien ce que l'on retrouve sur la représentation. Et en ce qui concerne le C2H5 qui était derrière et le H derrière, on les retrouve évidemment derrière. Les angles, la VSEPR montre que les angles ici sont des angles à 120 degrés, et que toutes ces liaisons sont dans le même plan. Alors ici, j'ai représenté le fait qu'il était équivalent de dessiner l'alcène directement dans le plan de la feuille, plutôt que de le voir ici sur le côté.
Ça et ça, c'est la même chose, hein. On détermine la configuration par les règles CIP, la configuration de cette alcène. Le groupe prioritaire à gauche, c'est celui-ci. Le groupe prioritaire à droite, c'est le CH3. Et on a donc les deux groupes prioritaires qui sont de part et d'autre de la double liaison. Et donc il s'agit d'une configuration E. J'ai représenté ici en Newman la molécule initiale vue de côté. Et évidemment, cette projection de Newman nous permet de bien mettre en évidence le positionnement de H de la liaison CH et de la liaison CBR, et la conformation antipériplanaire est indispensable à la réalisation d'une E2. Alors l'exercice n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il existe une autre possibilité de formation d'alcène. Le mieux, c'est de s'en apercevoir sur la représentation plane de la molécule initiale. Ici, on s'aperçoit que le carbone qui porte le nucléofuge, c'est le carbone alpha. Ce carbone alpha est situé là. Et donc, on a des carbones immédiatement adjacents, hein, qu'on peut appeler carbone bêta par rapport à ce carbone alpha. Donc, deux carbones qui sont porteurs tous les deux de H, hein. Alors, celui-ci, ça a déjà été traité. Et celui entouré en bleu, eh bien, on va le traiter maintenant. Donc, si c'est ce H qui part avec ce Br, on obtient un alcène qu'on vient de déterminer. Et si c'est ce H, là, ben, on va le voir maintenant. Attention, quand on va trop vite, on a l'impression que ce H ici, on peut le faire partir, mais pas du tout, hein. Il n'est pas sur un carbone immédiatement adjacent, il est sur le carbone alpha. Le H doit partir d'un carbone immédiatement adjacent au carbone qui porte le nucléofuge. Donc l'autre possibilité, c'est celle en bleu. On s'aperçoit assez vite que la doublon donc va être créée entre le carbone alpha et bêta ici, et qu'il n'y a pas de problème, cette fois, de configuration sur les alcènes, sur l'alcène obtenu. C'est-à-dire qu'il ne pourra être ni E ni Z. Alors, on s'aperçoit donc que voici l'alcène que l'on obtient, et puis on le compare à l'autre qu'on avait obtenu tout à l'heure, qui était uniquement E. Ça va nous servir tout de suite après. On calcule le nombre de substitutions pour chacun des alcènes, c'est-à-dire le nombre de fois où un H a été remplacé par un autre groupe. On voit ici une substitution. Et là, évidemment, 1, 2, 3 substitutions. Alors pourquoi ça va nous être utile? C'est pour la régiosélectivité. La régiosélectivité est associée à la règle de ZCF, qui nous dit qu'on obtient majoritairement l'alcène le plus stable, et l'alcène le plus stable, c'est l'alcène le plus substitué, sauf cas particulier de conjugaison. En conclusion, on va donc obtenir l'alcène le plus substitué de manière majoritaire, hein, celui dont on avait étudié la stéréochimie, et de manière minoritaire, l'autre alcène, puisqu'il est moins substitué, sachant également que là, on n'a pas d'études stéréochimiques à faire, puisqu'il n'y a pas de caractère ni Z ni E à cet alcène.